Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du chapitre 3 du CECRL, donc les fameux niveaux communs de référence. Alors, pendant longtemps, en tout cas au début, quand le CECRL est sorti en 2001, alors il est arrivé en France dans les programmes, il a été appliqué en 2005, et toute l'attention s'est concentrée un petit peu là-dessus, hein, sur ces fameux niveaux de référence. Et comme si il n'y avait que ça, alors qu'on a bien vu hein, dans les chapitres 1 et 2, il n'y a pas que ça, c'est on peut dire une philosophie ou toute une approche qui est préconisée et qui va bien au-delà de simples grilles de compétences. Mais il se trouve que ces grilles de compétences, qu'on appelle en réalité des niveaux de référence, sont évidemment extrêmement importants. Ils sont utilisés dans plein de domaines, pas que dans l'éducation nationale, hein, mais dans toutes les institutions où on a affaire de près ou de loin aux langues étrangères, et ben on utilise ces niveaux de référence. Niveau commun de référence. Là encore, les mots, on va s'arrêter sur les mots qui sont vraiment significatifs. Commun. Donc ce sont des niveaux qui sont valables non seulement en Europe, mais aussi ailleurs. Et c'est une manière justement d'harmoniser, parfois de standardiser, mais on va voir que c'est dans une moindre mesure l'objectif. Justement, l'objectif n'est pas de standardiser précisément, mais plutôt de décrire, on appelle ça les descripteurs de référence en réalité, et de placer l'apprenant dans un niveau et qui va toujours croissant, c'est-à-dire on ne se contente pas simplement d'être à un niveau, d'avoir de rentrer dans une case, mais toujours de viser quelque chose qui sera plus haut, hein, de viser toujours des objectifs qui seront euh, plus exigeants dans une dynamique de progression. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ces niveaux de référence et ces grilles de descripteurs de compétences, on pourrait dire. Alors il y a les descripteurs de référence et puis il y a les niveaux de compétences qui sont un petit peu différents. En aucun cas, ces choses-là ne sont des grilles d'évaluation, dans un premier temps. On peut les utiliser. Hein. On les utilise d'ailleurs dans les programmes scolaires français, au bulletin officiel, depuis des années, hein, c'est pas récent. On utilise justement les grilles de compétences du CECRL pour évaluer les élèves. Hein, et notamment maintenant, dans le contrôle continu, on utilise ça aussi. Et c'est tout à fait légitime. Et on reprend les critères, évidemment, du CECRL avec les niveaux communs de référence tels que stipulés dans le CECRL, tout à fait en phase avec ce qu'on est censé faire. Mais il faut bien comprendre que ces grilles et ces niveaux ne se résument pas simplement à des grilles d'évaluation et à la manière de barèmes d'évaluation. Ce ne sont pas des barèmes d'évaluation. Ce sont des descripteurs de référence, des descripteurs de compétences. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'enfermer les apprenants et les élèves dans un niveau qui serait gravé dans le marbre, mais on vise toujours le niveau supérieur. On vise toujours à faire mieux. Voilà. Donc dans le chapitre 3, on parle des niveaux de référence. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc on voit tout de suite qu'il y a des trois niveaux A, B, C répartis ou divisés en deux sous-parties, 1 et 2 à chaque fois. Pourquoi A, B et C? Eh bien, le CECRL nous dit que le niveau A
c'est l'utilisateur élémentaire. Le niveau B, utilisateur indépendant. Et le niveau C, utilisateur expérimenté. Donc on voit dans cette description, dès la page 25, hein, on voit dans cette description d'emblée que dans tous les cas, l'apprenant est considéré comme un utilisateur. Il n'est pas considéré comme un élève, il n'est pas considéré comme un apprenti, il n'est pas considéré comme autre chose qu'un utilisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui se place dans un contexte social, toujours, qui est acteur de ce qu'il dit, et qui utilise la langue dans la vraie vie. Ici, on ne demande pas à l'élève d'être capable de réciter des règles de grammaire ou même des verbes irréguliers. Hein, apprendre les verbes irréguliers, bon, on le fait, hein, évidemment. Bon. Mais c'est pas ce qu'on nous demande quand on va dans un pays anglophone. Hein, quand on va dans un pays anglophone, on ne va pas vous demander de réciter les verbes irréguliers. Donc c'est l'esprit ici du CSRL se place toujours dans des choses authentiques et s'ancre dans l'utilisation dans la vraie vie. On va le voir tout au long du chapitre. On reprend justement cette notion d'acteur social. Alors, il y a des descriptions pour chaque niveau, des descriptions assez précises, mais en même temps pas trop, parce que il faut laisser la place à l'élève de s'exprimer, et on peut difficilement quantifier de manière mathématique quelque chose qui est, je dirais, humain. Hein. On ne peut pas quantifier la qualité d'une présentation qui est basée sur la personnalité de celui qui parle. On ne peut pas évaluer une personnalité. On ne peut pas donner un jugement de valeur sur la personne. Donc c'est toujours, il ne faut pas partir du principe que on va, de manière scientifique et mathématique, pas scientifique, mais de manière mathématique, calculer la compétence d'un élève. C'est pour ça qu'il faut prendre ses distances avec la notion de barème. Un barème, c'est quelque chose qui est précisément chiffré. Et on va donner un chiffre, des points, pour chaque réponse juste, et émettre une appréciation qui serait purement chiffrée et purement, je dirais, numérique et mathématique. Or, l'évaluation, même de manière générale, même en mathématiques, c'est toujours un peu un problème. On en reparlera encore plus tard. Ici, on ne parle pas encore d'évaluation. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'esprit, c'est toujours de laisser suffisamment de marge de manœuvre pour permettre à l'élève de s'exprimer et pour donner un cadre, je dirais, suffisamment large et en même temps suffisamment étroit ou suffisamment limité pour situer le niveau de l'élève. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément ce que ça veut dire. Le niveau d'utilisateur élémentaire, on peut le séparer en deux, A1, A2. Je dis on peut parce que dans le CSRL, on peut aussi mettre A1+, rajouter une troisième sous-partie A1+, par exemple, avant d'arriver à A2. Donc tout est possible, il n'y a pas de prescription, ce ne sont pas des règles, des obligations. Si on regarde un petit peu le niveau A1, qui est le premier niveau, il faut rajouter une petite chose, c'est que moi j'ai sous les yeux le CSRL qui date de 2001, qui est sorti en 2001, et en 2018, on a rajouté un autre niveau qui est le pré-A1, donc qui est avant A1. Alors, pourquoi est-ce qu'on a rajouté un niveau pré-A1? Bon, moi je n'ai pas la réponse de manière officielle et explicite, mais on peut quand même faire référence un petit peu à cette enquête qui était sortie en 2012
et qui était une vaste enquête dans l'Union européenne. Ça s'appelle Surveylang, Surveylang, je ne sais pas si on peut le dire à l'anglaise comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle, et cette étude, qui est disponible en ligne, hein, évidemment, elle a classé les pays de l'Union européenne en fonction justement des critères du CECRL pour voir les compétences réelles. Hein, on a réellement testé, à la manière de PISA ou à la manière d'un autre classement qui se fait tous les ans de Education First, qui sort au mois de novembre tous les ans et qui est assez intéressant aussi. Là, on parle de l'Union européenne et qui a fait donc une grande enquête où on a classé les pays en fonction des performances des élèves dans les langues étrangères, en anglais notamment, en espagnol. Alors on voit que les résultats, pour parler de la France, sont catastrophiques. Alors c'était en 2012, je ne sais pas si ça a beaucoup changé d'après les autres études internationales, notamment Education First. Ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Bon. En tout cas, l'Union européenne n'a pas refait depuis 2012 d'études comme ça d'ampleur. Mais celle de 2012 est pour la France absolument catastrophique. Et la France est le seul pays, hein, dans les critères qui ne rentre même pas dans le A1. Et donc, suite à ça, il y a le niveau pré-A1 qui est apparu. Mais en réalité, il était apparu dans cette étude déjà Surveylang, où on a mis les Français dans le pré-A1 parce que beaucoup de locuteurs français n'étaient pas capables même de faire des choses élémentaires, même en A1. Donc, alors, encore une fois, je n'ai pas de preuve, je dirais, officielle de ce que je dis, mais il se trouve que dans cette étude Surveylang, où on voit pour la première fois le pré-A1, qui a été donc officialisé après en 2018 dans le volume complémentaire du CECRL, avec d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça, mais le pré A1 a été un apport assez significatif. Et il se trouve que dans cette étude, encore une fois, de Surveylang, il se trouve qu'il y a des pays, et notamment la France, hein, qui ne rentrent même pas dans le A1. Bon, ce qui n'était pas prévu au départ. Donc, si on regarde un petit peu l'utilisateur élémentaire A1, peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes. Peut comprendre et utiliser. Bon. Des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Donc des expressions et des énoncés. Donc on peut dire que on apprend des bouts de phrases ou des phrases, des expressions sur des instructions éventuellement qu'on peut faire, et on demande à l'élève un petit peu de répéter, d'être capable de répéter des choses. Bon. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. D'accord ? Bon, par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. Peut répondre au même type de questions. Il peut poser des questions et répondre à ce type de questions qui est très élémentaire. Hein, what's your name en anglais, donc comment t'appelles-tu, où habites-tu, bon, des petites questions comme ça très simples. Et des réponses aussi si on nous pose la question. Donc son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. Il peut répondre au même type de questions, peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Voilà, ça c'est le niveau élémentaire, A1. On peut dire que c'est ce qu'on peut faire à l'école primaire, parce que les élèves font déjà des langues étrangères quand même à l'école primaire, et on peut imaginer qu'à l'école primaire, c'est tout à fait... voilà, c'est pas quelque chose de trop compliqué. A2 peut comprendre des phrases isolées, des expressions fréquemment utilisées, en relation avec des domaines immédiats de priorité, entre parenthèses, par exemple, information personnelle familiale simple, achat, environnement proche, travail. Donc là, on
c'est un peu la même chose, mais dans des domaines un peu plus variés. Hein. On parle du travail, de l'environnement proche, des achats, bon, des informations personnelles et familiales. Donc on est peut-être dans le domaine plus personnel, plus privé, par rapport à ce qui va suivre. Et donc on étend un petit peu les domaines. Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles, ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct. C'est pas très différent finalement du A1, à la seule chose près que, encore une fois, on étend les domaines, on parle de plus de choses que simplement swipe, se présenter. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat, et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. À des besoins. Donc là, il y a une notion aussi de la langue comme étant un besoin. On ne fait pas de la langue pour faire de la langue. Hein. On fait de la langue parce qu'on a un besoin. Alors, la seule manière, le seul cas de figure où on peut faire de la langue pour la langue, c'est dans le cas de l'art, de la poésie, de la littérature, où on utilise la langue dans le but de l'esthétique de la langue. Mais c'est le seul cas de figure où on utilise la langue pour la langue elle-même. Hein, c'est dans le cadre de l'art et de l'esthétique de la langue, de la poésie, de la littérature. Mais dans la vie de tous les jours, on ne fait pas de la poésie, de la littérature tous les jours. Bon. Mais par contre, on utilise la langue pour plein de raisons. Pour communiquer, pour convaincre, pour faire passer une information, pour faire valoir sa personne, ses droits, pour obtenir quelque chose. Voilà. Là aussi, il n'y a pas de honte à déterminer ou à dire qu'on utilise la langue à des fins, voilà, pour avoir des informations. C'est quelque chose de tout à fait prosaïque et c'est comme ça. Bon. Et donc, dans ce niveau d'utilisateur élémentaire, on voit qu'on reste dans des formes d'expression simples, des phrases simples qu'on peut préparer à l'avance et où il y a une spontanéité quand même assez limitée. On ne peut pas demander à quelqu'un qui en a deux de suivre une conversation trop... Hein, alors... Alors, peut communiquer, d'accord, lors de tâches simples, ne demandant qu'un échange d'informations simples. Donc, on peut communiquer, ça veut dire, on ne peut pas vraiment avoir une conversation. On peut communiquer des choses qui sont un petit peu apprises, qui sont un petit peu téléguidées, si vous voulez. Donc là, on n'est pas dans la spontanéité, la communication, dans le sens de la conversation et d'échange d'idées. Hein. On est plutôt dans une forme de communication, d'échange, je dirais, d'informations qui ont été préparées à l'avance. Bon. Après, il y a B1, B2. Alors, l'utilisateur indépendant, là aussi, utilisateur, on utilise. Hein, on ne demande pas à l'élève, encore une fois, il y a l'apprenant, d'avoir des savoirs théoriques comme ça, de règles de grammaire ou de règles linguistiques dans le sens français du terme. On demande aux élèves de savoir faire quelque chose avec la langue. Bon. Utilisateur indépendant, là ça devient plus sérieux. Et ce niveau de référence, ce niveau de compétence est le plus important. Pourquoi il est le plus important? Eh bien parce que c'est celui qui va être attendu à la fin de la scolarité obligatoire. À la fin du lycée, on attend à ce que les élèves soient des utilisateurs indépendants, idéalement en B2. Bon, s'ils sont en B1, c'est déjà pas mal. On va voir la différence. Mais le but, c'est qu'ils soient en B2. Bon. On va voir que l'utilisateur expérimenté est optionnel. On ne demande pas aux élèves, on demande à personne d'être C1, C2. On va voir exactement à quoi ça correspond. Mais par contre, B1, B2, c'est une obligation. C'est pour l'institution et puisque c'est obligatoire. Donc il faut, à mon avis, dès le collège, travailler pour devenir indépendant. Hein. Est-ce qu'on peut envisager... alors, bon, il ne faut pas que je m'avance trop, parce qu'il se trouve que récemment, le collège
Maintenant, on a dit, le ministère a décidé que le A2 serait le niveau de sortie du collège. Bon, faut savoir que le niveau A2, c'est simplement des phrases apprises, des informations qu'on peut échanger, mais sans que ce soit dans une conversation. Ce ne sont pas des idées, on ne peut pas échanger des idées, on peut échanger des informations. Donc c'est assez limité quand même. Moi, personnellement, je serais plutôt d'avis qu'il faudrait préparer déjà les élèves à l'utilisateur indépendant déjà au collège. Bon, après, ça se discute. Mais cette marche et ce niveau d'utilisateur indépendant, il est extrêmement important. Pourquoi? Alors, si on regarde, B1 peut comprendre les points essentiels. Quand un langage clair et standard est utilisé. Il s'agit de choses familières dans le travail, l'école, les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple, cohérent, sur des sujets familiers et dans des domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience, un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'utilisateur indépendant n'est pas l'utilisateur idéal et le locuteur idéal, loin de là. On n'est pas dans la fluidité de la langue, là, hein. On a le droit de faire. C'est même assez, ça reste assez quand même fragile finalement tout ça. Mais le but c'est d'être indépendant pour comprendre des points essentiels. On ne demande pas aux élèves de tout comprendre. D'accord? Dans un langage clair et standard. Là, on ne demande pas aux élèves de comprendre des accents particuliers. Pourtant, dans la vraie vie, il y en a beaucoup. Quand vous allez à Londres, moi, la dernière fois que je suis allé à Londres, je suis sorti du train, j'ai rempli ma carte de métro, là, ma Oyster Card, et il y avait quelqu'un derrière le guichet qui avait un accent indien. Il a fallu que je m'habitue, parce que j'avais plus l'habitude d'entendre les accents indiens comme ça. À Londres, il y a beaucoup d'accents différents. Donc là, on ne parle pas de ce genre d'accent particulier. On parle d'un langage clair et standard. Bon, encore une fois, même si ce n'est pas ce qu'on rencontre forcément dans la vraie vie, nécessairement, hein. Il s'agit... Alors, on reste dans le domaine familier, dans le travail. Bon, le travail, c'est déjà le domaine un peu public. L'école, les loisirs, ça reste quand même des domaines assez proches du quotidien. Peut se débrouiller, ça c'est important. Se débrouiller, c'est le mot qui est utilisé, hein. C'est pas très technique là, hein. Se débrouiller, on baragouine un truc. Dans la plupart des situations, là aussi, c'est pas toutes les situations, dans la plupart, il y a des situations où on va pas être capable. Rencontrer en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Là, on parle, contrairement à 1 à 2, on parle de l'authenticité de la vraie vie natif, c'est-à-dire d'un endroit où les gens parlent de manière native, hein. On cherche à ce que l'élève et l'apprenant soient capables d'évoluer dans un contexte réel et natif. Alors, pour raconter un événement, une expérience, un rêve, ça on peut imaginer qu'on peut le préparer. Explication pour un projet ou une idée. Là, on est déjà dans une préparation à ce qui va suivre en B2, c'est-à-dire d'être capable d'argumenter. Bon. Alors, on voit dans le B1, ce qui est le plus important ici, c'est d'être capable d'évoluer, hein, de sortir des phrases toutes faites, comme en A1, A2, on est un petit peu dans un cadre assez restreint de phrases préparées, de phrases toutes faites. Ici, en B1, B2, on n'est plus dans les phrases toutes faites. On essaye de baragouiner quelque chose, de se débrouiller, mais dans des situations où il faut un peu plus de spontanéité, où on ne peut pas simplement répéter des phrases qu'on a apprises par cœur. Ça ne marche plus, là. Il faut être capable d'échanger quelque chose et d'être capable de communiquer en temps réel, si vous voulez. Alors, quand on regarde le B2, peut comprendre le contenu essentiel de sujet. Essentiel, on reste encore
pas exhaustif. On ne demande pas aux gens de tout savoir et de tout comprendre, mais le contenu essentiel. De sujets concrets ou abstraits, dans un texte complexe, texte encore une fois oral ou écrit, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Donc là, on parle déjà de choses un peu plus spécifiques, de domaines qu'on a préparés, dont on connaît un petit peu quelque chose, qui sont déjà plus spécifiques, et dans lesquels on peut évoluer linguistiquement. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance, tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Donc là, on est dans la spontanéité. On l'était déjà de manière implicite dans le B1, mais dans l'explicite, là, on va travailler sur la spontanéité. On va travailler sur la manière de s'exprimer en temps réel, mais de manière dans des sujets peut-être un petit peu plus spécifiques, et où on va y avoir un réel échange avec l'autre sans que ce soit trop poussif et trop, je dirais, difficile. D'accord ? Pour les deux. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets. Émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et inconvénients de différentes possibilités. Donc là, on voit qu'on est déjà dans quelque chose qui est tout à fait acceptable pour un locuteur non natif d'une seconde langue et qui doit évoluer dans un environnement authentique. On insiste bien sur le fait d'être capable de s'exprimer alors d'une manière claire et détaillée, être capable de donner des détails et d'émettre un avis. Encore une fois, là on s'éloigne complètement, on n'est plus du tout dans les phrases toutes faites. Là, un avis, ça veut dire qu'on est pleinement dans l'individu comme étant unique et comme étant acteur social. Et c'est le but. Là, ça c'est peut-être le plus important, émettre un avis sur un sujet. Tout est important, mais enfin, là on est vraiment dans l'objectif ultime qui est de devenir un acteur social dans la société, de manière générale, dans la société de la langue cible, et d'être capable de communiquer quelque chose de personnel. C'est pour ça que cette section B1, B2 est extrêmement importante, et la plus importante. Et on ne peut pas se contenter réellement de A2. A2, c'est des phrases toutes faites. Mais B1, B2, là, on est réellement dans l'échange, dans la spontanéité, dans la prise de position, dans l'expression d'une opinion, d'une prise de position, dans la justification, l'argumentation. Et là, c'est bien, d'accord ? On verra plus tard qu'on a le droit de faire des erreurs. On a le droit d'avoir un accent, pas la question. On a le droit de ne pas tout connaître sur un sujet. On a le droit de ne pas avoir tout compris d'un document. Comprendre le contenu essentiel, même en B2. Essentiel. Donc même si on ne comprend pas tous les détails, on est quand même en B2. C'est déjà pas mal. Du tout même. Donc il faut sortir de l'idée, ce qu'on a déjà dit dans d'autres vidéos, il faut sortir de cette idée de locuteur idéal, qui est encore très présente quand même dans la pratique et dans les esprits. Où dans le temps, on avait 20 seulement si on était bilingue, parfaitement bilingue. Aujourd'hui, B2, c'est l'objectif. Ça veut dire que si quelqu'un a un accent, fait des erreurs, comprend l'essentiel d'un message ou d'un texte, il a 20. Il a 20. Donc le niveau les critères ne sont plus du tout les mêmes. Sauf que ce qu'on va demander à la personne, ce n'est pas de réciter une leçon pour faire semblant d'être un locuteur idéal, puisque ça n'existe pas, ce locuteur idéal. C'est un fantasme. Bon. Par contre, ce qu'on va lui demander, c'est d'évoluer réellement dans la vraie vie, si j'ose dire, et d'avoir des compétences communicationnelles qui seront
réellement utilisé, utilisateur dans, dans des situations et dans un environnement natif. Et ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Alors, l'utilisateur expérimenté C1, C2, c'est le top du top. Bon, on ne demande pas aux élèves d'être C1, C2. Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que de saisir des significations implicites. Alors l'implicite, moi je fais de l'implicite en B2, c'est difficile de passer à côté. Tout dans un document authentique n'est pas explicite tout le temps. Et donc on peut faire réfléchir les élèves sur des choses implicites, surtout en spécialité, évidemment. D'ailleurs en spécialité on demande le C1. Le C1 c'est quand même quelque chose qui est visé. Peut s'exprimer spontanément et couramment, sans trop, apparemment, devoir chercher ses mots. Sans trop devoir chercher. Donc, même si on cherche ses mots de temps en temps, on est quand même en C1. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. Voilà. Donc, on est quand même dans une... on n'est pas complètement bilingue à 100%, mais on va dire à 80%, et on peut parler de tout de manière fluide, même si parfois on cherche ses mots, parfois on est un petit peu... on ne comprend pas tout à 100%, mais une grande gamme de textes longs et exigeants, on est déjà dans des textes plus spécifiques et intellectuels. C2 peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il ou elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources, écrites et orales, en les résumant de façon cohérente. Donc là, n'importe quel texte, que ce soit un texte universitaire, un texte technique, bon, à moins des fois, il faut se méfier aussi. Si on n'est pas professionnel, parfois on ne peut pas non plus tout comprendre. Mais en C2, vraiment, il n'y a pas trop de problème. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances, de sens en rapport avec des sujets complexes. Bon, voilà, c'est le top, quoi. Donc on voit que ce qu'il faut retenir de ces 6 niveaux, c'est qu'on se concentre vraiment sur l'utilisation dans la vraie vie, sur les situations, les compétences que les élèves et les apprenants vont mettre en œuvre dans, concrètement, l'utilisation. Alors, il y a tout un tas de grilles, de précisions assez précises. Et on voit aussi qu'on peut rajouter des niveaux intermédiaires. Bon, moi je ne le fais pas personnellement, mais on peut toujours rajouter encore un niveau intermédiaire, ce qui montre aussi la souplesse de ces grilles. Ce ne sont pas des grilles prescrites. Je pense que c'est ce qui est le plus important ici. Je pense qu'on a vu vraiment ce qui est le plus important. Ce sont c'est cette notion justement d'utilisateur. Et cette notion aussi d'être capable d'échanger de manière spontanée, et surtout aussi de ne pas concevoir les compétences d'un élève comme étant, comme cherchant une perfection. On n'est plus du tout dans la recherche de la perfection. On est ici dans la recherche de l'efficacité. Il faut être efficace quand on lit un texte. On ne demande pas, ou quand on regarde une vidéo, on entend un message audio, on ne cherche pas à tout comprendre. On cherche à utiliser, à faire Et c'est tout l'esprit du CECRF et de ses descripteurs de référence.
Voilà, j'en ai fini pour ce chapitre. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.